Netanyahou rencontre Trump à la Maison-Blanche sans aucune déclaration à la presse. Que veulent garder secret ces deux dirigeants? Voyons ce que Netanyahou a déclaré après la réunion à Sean Hannity. C'était génial. C'était l'une des meilleures réunions que nous ayons eues. Et je déteste toujours, vous savez, décevoir ceux qui voudraient nous critiquer, qui essayent de trouver, vous savez. Des failles dans notre alliance. Et ce qu'ils trouvent, comme aujourd'hui, c'est un mur de granit. Tu sais, nous ne voulons pas voir ce régime fanatique à Téhéran posséder des armes nucléaires pour menacer chaque Américain, menacer la paix dans le monde et menacer l'existence d'Israël. Nous avons donc un objectif commun. Et cela sera accompli soit par des moyens diplomatiques, soit par d'autres moyens. Nous y sommes tous deux engagés. C'est intéressant que Netanyahou parle de ceux qui voudraient nous critiquer, parce qu'en réalité, ce ne sont pas de simples critiques en puissance. Ce sont nos critiques. Et je dois dire, ces critiques chez lui en Israël, Marc, avant qu'ils ne partent pour Washington, ils étaient tout simplement ravis, tu sais, en disant « Ici, Trump en a finalement assez de Netanyahou. » Et il a été critique parce que Trump a dit quelque chose comme « Vous savez, Trump reste Trump. » Donc il a dit quelque chose comme « Je n'ai pas besoin que Netanyahou me dise quel matériau se trouve à Pickaxe Mountain. » Quelque chose comme ça. Et tous les anti, ce qu'on appelle le camp de tout sauf Bibi, ont sauté là-dessus et ont dit « Ha ha ha, voilà maintenant la rupture qu'ils attendaient tous. » C'est ridicule. D'abord, on sait comment Trump parle. Deuxièmement, même Trump, après la réunion, il a posté sur Truth Social que c'était une excellente réunion. Maintenant, encore une fois, nous ne savons pas ce que cela signifie, mais nous savons qu'ils sont restés là pendant 1 h et 20 minutes, ce qui fait une longue réunion. Et oui, il y avait d'autres personnes présentes dans la pièce. Et je voudrais juste dire que je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce que nous ne sommes pas revenus à une action militaire à grande échelle. Surtout depuis que l'Iran, justement au moment où cette réunion avait lieu, l'Iran a attaqué des cibles en Jordanie. Alors Marc, que dis-tu à ce sujet? Alors tout d'abord, Trump a été un peu blessé par un article du New York Post, enfin je devrais dire pas un article, un reportage, qui disait que Netanyahou allait lui apporter de nouveaux renseignements sur la montagne Pickaxe. Maintenant, celui qui a révélé l'histoire, sûrement un Israélien, a commis une grosse erreur. Aucun président n'aime découvrir dans la presse ce que Netanyahou va lui dire lors de leur rencontre, n'est-ce pas? Deuxièmement, la coopération, le partage de renseignements entre les États-Unis et Israël sont tellement étroits, tellement constants, tellement habituels. Les informations sur la montagne Pickaxe suivent les canaux habituels sans que le Premier ministre doive les transmettre au président. Donc je pense que s'il s'agissait d'une fuite israélienne, ce qui est mon hypothèse, c'était une énorme erreur. Et bien sûr, si on pose la question à Trump, il va se défendre. Il refuse que Netanyahou lui donne des leçons sur ce que c'est le renseignement israélien et affirme recevoir toutes ces informations du renseignement américain. Donc, encore une fois, si un responsable israélien l'avait divulgué, non, tu n'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur et un mauvais exemple. Tu veux imposer un récit, les services de renseignement israéliens savent, mais en fait, tu fais mal démarrer la réunion. Cela dit, il semble que ni la partie américaine ni la partie israélienne n'en disent beaucoup sur la réunion. Mais les deux la qualifient de réunion très très positive. Ils s'accordent à dire que c'était une bonne réunion, signe qu'elle était peut-être excellente. Et enfin, vous avez dit que des cibles américaines ont été attaquées en Jordanie, que l'Iran a attaqué ses cibles en Jordanie. Soyons francs. Nous avons eu 13 ou 14 jours de tirs, suivis de quelques jours de calme, et il semble que les tirs pourraient reprendre. Mais nous devons voir comment cela va se passer. Mais pendant tous ces tirs, l'Iran s'est jusqu'à présent strictement abstenu de cibler Israël. Ils ont ciblé, laissez-moi compter, pensons à la carte du Golfe dans nos têtes. Ils ont ciblé le Koweït, Bahreïn, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman et la Jordanie. Mais pas Israël. Pourquoi ne ciblent-ils pas Israël? Parce qu'ils nous aiment soudain? Ils ont lu les écrits de Herzl et pensent que le sionisme est bon. Ils ont lu la Bible et vu que le peuple juif a un lien avec cette terre. Ou bien sont-ils dissuadés? Ont-ils peur? Et peut-être qu'ils devraient l'être, que le gouvernement israélien n'attend qu'un prétexte, qu'il attend qu'il fasse quelque chose d'inapproprié, ce qui permettra à Israël de répondre de manière disproportionnée. Pardonnez-moi, les avocats internationaux des droits de l'homme, oui, parfois une réponse disproportionnée et proportionnée est nécessaire. Peut-être craignent-ils cette réponse et tirent alors sur tout le monde dans la région, mais pas sur Israël.
C'est vrai. D'ailleurs, je n'appellerais même pas ça une attaque contre la République islamique, pas contre l'Iran. Le peuple iranien, encore une fois, je dois insister, nous devons les séparer du régime qui, d'ailleurs, a recommencé à exécuter des prisonniers, ainsi que tout dissident. Donc, vous savez, nous devons, encore une fois, nous devons dire au peuple iranien que nous savons que vous souffrez. D'accord, alors ne dites pas Iran, dites les Iraniens. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de réponse disproportionnée envers la République islamique, à mon avis. Et laissez-moi juste dire, nous enregistrons ceci le 29 juillet. Et si je le précise, c'est parce que les choses changent tellement vite dans la région. Alors, qui sait ce qui se sera passé d'ici à ce que cette vidéo soit publiée? Et ce que nous savons aussi, c'est que l'Arabie saoudite et les États-Unis ont attaqué des cibles iraniennes en représailles la nuit dernière. Encore une fois, quand je dis nuit et jour, cela dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, l'autre point que je veux souligner, c'est que, contrairement à ce que prétendent tant de voix anti-Netanyahou, en réalité, ce n'est pas le genre de va-t-en-guerre dont on l'accuse, comme si tout ce qu'il voulait faire, c'était attaquer encore et encore. Ce n'est pas vrai. Il a même déclaré à Sean Hannity, « Peu importe comment ça marche, par négociation ou autrement, je ne sais pas. » Ce qu'il veut dire, c'est que n'importe quel moyen pour renverser ce régime, les faire partir, retirer les armes nucléaires de là-bas et changer complètement la façon dont l'Iran fonctionne, ça lui va. Cela n'exige pas de moyens militaires. Le problème, c'est que J.D. Vance et ses copains là-bas, avec Koff et Kushner, avec leur protocole d'accord ridicule, qui est déjà mort-né. Et vous savez, la République islamique qui dit « Oui, nous voulons négocier. Bien sûr, nous n'allons jamais rien céder. » Et donc, il y a ce petit jeu qui se joue. Et nous savons que Netanyahou n'y croit pas. Mais il est très diplomate dans la façon dont il parle de toute personne associée à l'administration Trump. Concernant Netanyahou, je pense que beaucoup de gens dans le monde le voient comme ce type qui aime agir sans réfléchir. Et vous savez, éliminer ses ennemis avant qu'ils ne puissent réagir, et ainsi de suite. Pour utiliser la métaphore du western, n'est-ce pas? Il veut tirer d'abord et poser des questions ensuite. Ce n'est pas vrai. Même les critiques de Netanyahou l'admettent. Il y a un ancien collègue à vous, lorsque vous travaillez au Jerusalem Post, qui s'appelle Anshel Tefa, et qui a écrit une biographie de Netanyahou. Il est extrêmement critique envers Netanyahou. Il a très rarement quelque chose de positif à dire sur lui. Mais il dit dans le livre que Netanyahou est très prudent dans l'utilisation de la force militaire. Peut-être parce qu'il a combattu et vu des gens mourir autour de lui, ou parce que son frère est tombé au combat. Il est très prudent lorsqu'il s'agit de risquer la vie de nos jeunes militaires. Très prudent, et même si je pense qu'à bien des égards, la réputation selon laquelle il mange des bébés palestiniens au petit déjeuner, oui, cela sert très bien la dissuasion israélienne. Et c'est bien que nos ennemis aient peur de nous attaquer. Comme je l'ai dit il y a un instant, la seule raison pour laquelle l'Iran n'attaque pas Israël aujourd'hui, c'est parce qu'ils craignent notre réponse. C'est une bonne chose. Mais si l'on regarde historiquement, Netanyahou, il a été très prudent dans la façon dont il utilise les FDI. N'est-ce pas? Il n'agit pas impulsivement, bien au contraire. Nous le savons au vu de son parcours. Mais sur votre question concernant le protocole d'accord, et vous avez parlé du vice-président, et vous avez parlé d'autres conseillers présidentiels. Trump a finalement choisi le protocole d'accord. Et je pense que ce que Netanyahou devait dire au président lors de cette réunion qui a duré 80 minutes, c'est que le protocole d'accord prévoyait 60 jours, pendant lesquels les détroits resteraient ouverts. Et puis, pendant ce temps, nous allions négocier, selon les mots de Trump, une fin au programme nucléaire iranien, que les Iraniens démantèleraient leur programme d'une manière ou d'une autre. Ils disposaient de 60 jours pour parvenir à un accord diplomatique. En réalité, personne ne parle du programme nucléaire à cause du protocole d'accord initial. Les Iraniens ont rapidement violé l'accord sur l'ouverture des détroits et ont causé des problèmes. Voilà le cœur du problème. Tout le monde évoque les détroits et leurs conditions d'ouverture, mais personne ne mentionne le travail de fond, qui traite la question nucléaire, comme l'a dit Benjamin Netanyahou à Sean Hannity. C'est la question cruciale. Et donc je pense que Benjamin Netanyahou a dû insister lors de la réunion, quoi qu'il arrive dans le Golfe, quoi qu'il arrive avec les détroits, quoi qu'il arrive avec le trafic de pétrole, vous savez, en provenance des pays du Golfe, oui, la chose la plus importante, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel.
Et c'est essentiel, c'est le programme nucléaire iranien. Parce que tout dépend de cette question. Je peux seulement dire que ceux qui se concentrent uniquement sur le pétrole et le trafic dans les détroits, si l'Iran avait un jour la bombe, Dieu nous en préserve. Mais s'ils obtenaient la bombe, imaginez s'ils faisaient du chantage avec le pétrole. Qui les arrêterait? Le prix ne serait plus de $100 le baril, il pourrait monter à 200. Cela pourrait être $300 le baril, parce que l'Iran, avec une arme nucléaire, serait capable de faire des choses qu'il s'abstient aujourd'hui de faire. Et cela veut dire qu'il pourrait totalement fermer les détroits et faire tout ce qu'il veut, poser toutes les exigences possibles. Donc toutes ces personnes qui s'inquiètent du prix du pétrole dans les pays occidentaux devraient savoir que si l'Iran obtenait un jour une arme nucléaire, ce serait bien pire. Il est crucial d'agir correctement. Netanyahou, là, j'en suis sûr, dit au président Trump. Il faut rester concentré sur la cible principale, la question centrale, et c'est le programme nucléaire iranien. D'accord. Mais tu sais quoi? Trump le sait aussi. Et Trump a aussi dit que le protocole d'accord, c'est du pipeau et que ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est lui aussi qui a dit que c'était mort-né. Ce n'étaient pas exactement ces mots, mais vous savez, il l'a déjà fait. Il les laisse faire et répète souvent cette phrase. Ils veulent absolument nous parler et ont insisté pour discuter. Mais même après un accord, ils ne le respectent généralement pas. Ils ne cessent de répéter ces choses. Maintenant, l'un des avantages d'avoir Donald Trump qui dit une chose puis son contraire, qui tweet et tout ça, c'est que cela embrouille aussi Téhéran. D'accord? On sait que ça embrouille Israël et le peuple américain, on le sait. Mais cela trouble aussi l'ennemi, ce qui est positif. Comme tu l'as dit, il faut les laisser dans le doute, ça les rend nerveux. Et à chaque fois qu'il pense ça, Trump est en réalité faible et il commence à attaquer et il semble effectivement considérer les États du Golfe comme faibles parce qu'il continue, c'est-à-dire les gardiens de la révolution islamique, continuent de cibler les États du Golfe. Mais ils le font et ils mettent Trump à l'épreuve. Et à chaque fois qu'il dit « D'accord, nous allons retourner négocier », j'ai remarqué que les républicains, pas les républicains anti-guerre, mais ceux qui soutiennent Trump et qui étaient pour la guerre, sont très, très frustrés. Je le vois partout sur les réseaux sociaux en disant « Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi est-ce qu'il ne termine pas le travail? Pourquoi il ne termine pas le travail ?» Maintenant, nous ne pourrons pas vraiment savoir si tout cela était stratégique ou si c'était juste Trump qui parlait. Nous ne le saurons que lorsque nous en parlerons avec du recul. Mais il y a une chose que nous savons, et je dois juste dire un mot ici sur la gauche israélienne, d'accord? Parce que quand tu dis qu'il y a des fuites et tout ça, et que tu dis que c'est peut-être quelqu'un d'Israël, Peut-être que quelqu'un fait fuiter des informations au New York Post ou au New York Times, etc. L'une des choses que nous avons ici, ce sont des experts israéliens de l'Iran comme Ronen Bergman, qui écrit pour la presse israélienne et il écrit aussi pour le New York Times. C'est la même chose avec Barak Ravid. Il travaille pour Axios et il travaille aussi pour Yediot Ahronot et Channel 12. Et ces deux hommes, qui sont les experts incontournables sur l'Iran et les relations entre les États-Unis et Israël, détestent Netanyahou. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas non plus Trump. Mais ce qu'ils aiment, c'est dire « Nous savons ceci, cette source nous l'a dit et cette autre source nous a dit cela ». Il faut être prudent avec les sources anonymes, d'accord? Parce que ça montre simplement qu'il n'y a aucun moyen de contester ça. Et donc, je suis toujours hésitante à croire à ces fuites et tout ça. Et parfois, il arrive que certaines fuites soient faites exprès pour tromper l'ennemi, comme nous l'avons vu par le passé avec l'opération des beepers et tout ça. Juste un dernier point, c'était les funérailles de Lindsey Graham. Benjamin Netanyahu est venu directement des funérailles au studio pour accorder cet entretien à Sean Hannity. La semaine dernière, nous avons entendu parler d'enregistrement. Il y avait aussi une vidéo de Lindsey Graham dans son bureau, parlant au téléphone en haut-parleur avec le premier ministre Netanyahou l'année dernière, je ne sais pas, il y a plusieurs mois. C'était sur haut-parleur. Nous avons entendu Netanyahou et vu Lindsey Graham. Et Lindsey Graham a dit « Je vais parler à Trump dans un petit moment et je veux le convaincre de se joindre à vous, votre armée de l'air, pour frapper le Liban, le Hezbollah au Liban. » Et Netanyahou lui a dit « C'est une offre intéressante, mais je préfère ne pas accepter. Nous devons d'abord nous occuper de l'Iran. Nous devons régler une chose à la fois. Hezbollah, pas maintenant.
Nous ne voulons pas affronter l'armée américaine, l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air israélienne au Liban en ce moment. C'est pour cela qu'il fait preuve de prudence. Et c'est Lindsey Graham qui a dit « Faisons-le ». Allons-y, allons-y. Et puis Lindsey a dit « Tu soulèves un point intéressant. Leur conversation était très amicale. Mais il était prêt à appeler Trump et à dire « Vas-y ». Donc si tu mentionnes le Liban, je pense qu'il est tout à fait possible que, évidemment, l'Iran et la menace nucléaire aient été au centre de la réunion à la Maison-Blanche entre les deux dirigeants. Le Liban aurait aussi pu être mentionné. Souviens-toi, la semaine dernière, le président libanais, qui n'est pas proche du Hezbollah, était à la Maison-Blanche. Et est-il possible qu'il se passe quelque chose sur le dossier libanais concernant la question du Hezbollah de façon plus efficace pour faire face à la menace et avancer vers la paix entre Israël et le Liban? Cela aurait pu être à l'ordre du jour. On parle davantage de la Syrie ces derniers temps. Je ne pense pas qu'il y ait une chance pour un accord de paix avec la Syrie. Mais pourrait-il y avoir une sorte d'arrangement sécuritaire? Je veux dire, nous avions un arrangement sécuritaire qui avait été négocié par Kissinger en 1974. Ce n'était pas basé sur l'amour. C'était basé sur la dissuasion. C'était basé sur... Et la vérité, c'est que de 1974 jusqu'à la guerre civile syrienne, la frontière du plateau du Golan était très très calme, presque exceptionnellement calme, parce que les Syriens avaient intérêt à maintenir cet accord. Peut-on conclure un accord de sécurité similaire avec le nouveau dirigeant syrien? Et troisièmement, l'Arabie saoudite revient dans l'actualité avec l'accord nucléaire avec les États-Unis. Donald Trump a précisé que cet accord ne sera possible qu'en cas de normalisation. Donc les gens reparlent de normalisation. Normalization. Avec Israël, Soyez bien clair sûr. là-dessus. La normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, l'élargissement des accords d'Abraham que le président souhaite voir. Est-ce possible que cela ait aussi été abordé? J'aurais aimé être une petite souris dans cette réunion, car j'ai remarqué que Netanyahou, en quittant Israël pour Washington, a parlé de l'Iran et aussi des opportunités d'élargir le cercle de la paix. En général, quand Netanyahou parle, c'est que c'est fondé sur quelque chose. Il n'était pas obligé de le dire. Il aurait pu dire « Nous allons défendre Israël et empêcher l'Iran d'obtenir la bombe ». Mais il a ajouté cette phrase, ce qui me fait penser qu'il s'agit peut-être du front libanais, syrien ou saoudien. Netanyahou et Trump travaillent sur quelque chose qui sera une avancée majeure pour la paix. Si vous trouvez un accord avec une, deux ou trois de ces personnes, c'est à bien des égards une victoire politique sur les extrémistes qui sont contre vous. Vous savez, le Hamas, le Hezbollah, les gardiens de la révolution et la direction iranienne. Oui, ils s'opposent à la paix et à la coopération. Avec l'aide des Américains, nous pouvons obtenir des accords avec plus de pays arabes. C'est une victoire avec un grand V. D'accord. Tu sais déjà ce que je pense de ce mot paix alors qu'on est en pleine guerre mondiale. J'ai toujours dit, et je sais que toi, tu as un point de vue différent là-dessus. Je dis toujours que quand tu entends paix, baisse-toi, d'accord? Voilà pourquoi je n'aime pas l'utiliser. Il existe de bons accords de coopération. Oui, et parfois il y a la paix, d'accord? Mais en ce moment, l'Arabie saoudite, l'un des principaux problèmes de l'Arabie saoudite, ou plutôt, vous savez pourquoi elle n'allait jamais rejoindre les accords d'Abraham? C'est que les accords d'Abraham, leur beauté, en dehors d'être un axe anti-Iran, est une grande coopération avec Israël. L'un des principaux atouts, c'est que c'était la première fois que nous pouvions tous prouver qu'un État palestinien n'est pas la voie vers une paix entre les Arabes et Israël dans la région. C'était le grand mensonge de la gauche. Il n'y a pas de paix. La voie vers la paix passe par les Palestiniens. D'accord. Maintenant, lorsque l'administration Biden a pris le relais après la première administration Trump, elle a essayé de détruire les accords d'Abraham en invitant des représentants palestiniens aux réunions du sommet du Negev et à tout le reste. C'était tout simplement écœurant. Maintenant, l'Arabie saoudite maintient toujours cette position. Ce n'est pas que les Saoudiens se soucient vraiment des Palestiniens. Ils ne s'en soucient pas. Aucun pays arabe ne se soucie d'eux. Et maintenant, nous en sommes certains, puisqu'aucun n'a accepté d'accueillir des femmes et des enfants pendant la guerre de Gaza. D'accord. Alors qu'on m'épargne leurs soi-disant soucis pour un État palestinien. Ils ne s'en soucient pas, mais c'est leur sésame pour séduire l'Occident. Bref, l'une des choses les plus marquantes, c'est quand Donald Trump a dit qu'il allait conclure un accord avec les Saoudiens, les Israéliens sont devenus nerveux. Puis, il a dit « Attendez, mais ils doivent, à condition qu'ils rejoignent les accords d'Abraham. » Alors nous avons dit « D'accord, super. » Et cela nous amène à la Turquie. Il a dit qu'il allait vendre des F-35 à la Turquie. Et puis, la Turquie est une ennemie mortelle d'Israël. Et lui, Trump, ne cesse de dire « Erdogan est mon ami. La Turquie est mon allié. » Et donc, nous sommes devenus nerveux. Pourquoi?
parce que ces avions-là sont indétectables. Ils aident à détecter tout lancement ennemi. Et c'est très, très dangereux pour Israël. Mais ensuite, Trump, encore une fois, il a dit qu'il n'avait pas encore rempli les conditions, les exigences américaines pour recevoir ces avions. Cependant, juste avant cette réunion, il a de nouveau dit « Je suis désolé, nous savons que la Turquie n'aime pas Israël, mais ce sont mes amis. Nous ignorons ce qui se passe, mais savons une chose, que lorsque vous parlez de paix, du cercle de la paix, attendez une seconde. Gagnons la guerre avant de parler d'un cercle de paix, d'accord? C'est mon avis sur la question. » Donc je ne suis pas forcément en désaccord avec tout ce que tu as dit. Gagner la guerre est essentiel pour élargir le cercle de la paix, car seul le fait que le Hezbollah ait été décimé au Liban permet au Liban de conclure un accord de paix avec Israël. Quand le Hezbollah contrôlait tout, oui, on ne pouvait pas faire la paix. C'est pareil en Syrie. Nous n'aurions pas pu avoir un accord de sécurité avec le nouveau régime si nous n'avions pas décapité et détruit ses forces militaires lors de la transition entre Assad et le nouveau régime. Et il y a aussi le fait que l'Iran ne contrôle plus la Syrie à travers le régime Assad. En d'autres termes, la victoire militaire d'Israël est la condition préalable pour avancer sur toutes ces choses. C'est pareil pour les Saoudiens. Si les Saoudiens veulent la paix avec Israël, ce n'est pas parce que, comme je l'ai déjà dit en plaisantant dans un autre contexte, ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement lu Herzl et sont devenus sionistes. Ce n'est pas parce que les Saoudiens ont lu la Bible et ont dit que le peuple juif a sa place. C'est parce que les Saoudiens ont un intérêt stratégique à avoir Israël comme allié. Parce qu'Israël est fort. Personne n'a besoin d'alliés faibles. Et donc, bien sûr, je crois qu'une victoire militaire est une condition préalable pour les choses que nous voulons accomplir. Mais peut-être que, parce que nous sommes en train de gagner la guerre militairement, cela a déjà créé un potentiel que nous verrons se réaliser. Mais vous avez dit, et vous avez tout à fait raison, que les pays arabes, ce sont mes mots, pas les vôtres, font juste semblant de soutenir la cause palestinienne, sans vouloir vraiment aider les Palestiniens, comme vous l'avez dit. Vous l'avez dit, ils ont refusé l'entrée à de nombreux groupes de femmes et d'enfants palestiniens venant de Gaza. Au contraire, De grands groupes, ils non, n'ont pas ils ont accepté de quelques grands personnes groupes. pour les hôpitaux et ce genre Et de nous choses en ce moment. aussi. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, ils ont dû revenir à Gaza, n'est-ce pas? Tu dois comprendre que le monde arabe a eu un problème avec les Palestiniens. La Jordanie a accueilli beaucoup de Palestiniens, qui se sont ensuite révoltés contre le roi et tenté de détruire le pays. Le Koweït aussi a accepté de nombreux Palestiniens, et lors de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, c'était quand? Le siècle dernier? Non, ce siècle, le précédent, le siècle dernier. Soudain, tous les Palestiniens ont soutenu Saddam contre le gouvernement koweïtien, et tous les gens du Golfe étaient furieux contre les Palestiniens. Et au Liban, la guerre civile libanaise commence dans les années 1970 à cause de l'influence palestinienne. Donc si vous me demandez, les gouvernements arabes ont-ils peur et sont-ils inquiets d'accueillir des Palestiniens? Bien sûr qu'ils sont inquiets et qu'ils ont peur, car il y a eu trop d'expérience en la matière. Demandez simplement aux Jordaniens, demandez aux Koweïtiens, demandez aux Libanais. Même les Égyptiens associent les Gazaouis au Hamas, qu'ils comparent aux frères musulmans. Ce sont ceux qui ont tenté de prendre le contrôle de l'Égypte. Ce sont des terroristes, non? Donc le monde arabe, en quelque sorte, quand ils font semblant d'approuver sans aller jusqu'au bout, ce n'est pas incompréhensible. Mais je vais revenir sur autre chose que vous avez dite, à savoir que la gloire et la grande réussite des accords d'Abraham, c'est qu'ils ont retiré le veto palestinien à la paix avec les pays arabes. Et ça, c'était quelque chose de crucial. Je dirais à ceux qui croient en la paix au Moyen-Orient que ce n'est peut-être pas possible maintenant, mais qu'ils espèrent que cela le sera un jour. Si Israël fait la paix avec de plus en plus de pays arabes et de plus en plus de pays musulmans, et il semble que ce soit la tendance de l'histoire, nous ne pouvons pas être sûrs du moment. Nous ne pouvons pas être sûrs de la rapidité avec laquelle cela va se produire. Actuellement, nous avons la paix avec une demi-douzaine de pays arabes, n'est-ce pas? Est-ce que cela sera bientôt une douzaine? Est-ce que cela pourrait être 18? Oui, le nombre va augmenter. Et je pense que pour tous ces gens dont le cœur saigne pour les Palestiniens, n'est-ce pas? Leurs dirigeants n'ont jamais engagé sérieusement de discussion de paix avec Israël. Nous avons aussi vu leur refus de condamner le 7 octobre. Cela saute aux yeux. Comment vous considérez comme modéré en Cisjordanie si vous ne condamnez pas? J'ai bien dit soi-disant, pas besoin de faire cette tête, Routi. Les soi-disant Palestiniens modérés en Cisjordanie, si vous ne pouvez pas condamner le 7 octobre, quel genre de partenaire pour la paix êtes-vous? Vous ne pouvez pas condamner les viols, vous ne pouvez pas condamner les massacres, vous ne pouvez pas condamner les décapitations, vous ne pouvez pas condamner la prise d'otages, toutes ces choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et donc la plupart des Israéliens ne pensent pas que nous ayons un partenaire pour la paix. Mais peut-être qu'à mesure que de plus en plus de pays arabes font la paix avec Israël, à mesure que de plus en plus de pays musulmans font la paix avec Israël, cela pourrait-il créer des conditions où l'on verrait un changement dans la pensée palestinienne à l'avenir? Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour,
Parce qu'au final, les Palestiniens se considèrent comme une partie intégrante du monde arabe et musulman. Et si ce monde arabe et musulman est plus ouvert à Israël, cela ne pourrait-il pas créer une opportunité à l'avenir pour les Palestiniens, aussi pour redéfinir et reconsidérer leur haine et animosité historique, ainsi que leur refus de faire des compromis sérieux avec les Israéliens? Écoutez, tout peut arriver, d'accord? Ce sera après ma mort. Si vous voulez, vous pouvez essayer de, vous savez, utiliser une planche Ouija et me faire savoir si cela arrivait un jour. Je ne pense vraiment pas que ça arrivera de mon vivant. Et je suis toujours sceptique quand tu dis, tu sais, qu'on va de plus en plus vers la paix. Pourquoi est-ce que je suis sceptique à ce sujet? Je ne suis pas sceptique à l'idée d'avoir de bonnes alliances. Disons, des alliances qui sont sûres. Mais si vous prenez le Liban comme exemple, le président du Liban, même si Israël et le Liban sont parvenus à cet accord pour chasser le Hezbollah du Liban, et en plus, le Hezbollah a détruit ce pays. Et le président Aoun refuse même de parler au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou. D'accord, je ne veux plus entendre personne me dire « Eh bien, vous savez, il a peur d'être assassiné ». Mais vous savez, Sadat a été assassiné quand il a fait la paix avec Israël. Bien sûr, même Sadat, qui a fait la paix avec Israël, a dû obtenir un énorme accord territorial. D'accord. Ce que j'essaie de dire, c'est pour moi, c'est pas la paix si le gars refuse même de lui parler au téléphone. Et il dit toujours qu'Israël doit quitter notre pays. Sérieusement, mon gars, Israël doit quitter votre pays. Dis merci à Israël d'avoir tué ces terroristes du Hezbollah. Beaucoup d'entre eux, et tu n'y arrives même pas dans ton armée pleine de membres du Hezbollah. Donc, tu sais, je soutiens totalement l'accord qui est en train d'être conclu entre le Liban et Israël. Ne te méprends pas, je suis pour. Mais je ne me fais pas d'illusions à ce sujet, ni à propos du président Aoun. Donc je dirais que ce n'est pas mon rôle de défendre le président Aoun. Je pense qu'il veut être très prudent. Il veut aller de l'avant. C'est clair qu'il veut aller de l'avant. C'est clair qu'il voit que son objectif est ancien chef d'état-major de l'armée du Liban. Il souhaite que l'armée libanaise redevienne la seule force armée, n'est-ce pas? Quel pays accueille une armée étrangère indépendante, comme le Hezbollah l'a été pour l'Iran au Liban? Il ne le fait pas parce qu'il est sioniste. Il le fait parce qu'il est un patriote libanais. Et je dirais enfin, vous savez, quand j'étais au gouvernement pendant toutes ces années, il y avait toujours cette dissonance entre ce que les Arabes disaient publiquement et ce qu'ils disaient à huis clos. Je me souviens, vous savez, en regardant des interviews de dirigeants arabes après des réunions avec le président américain, un premier ministre britannique ou un président français, ils disaient « Nous parlons de la question palestinienne ». Mais en réalité, une fois la porte fermée, ils l'évoquaient à peine et se concentraient sur l'Iran ou autre. Il faut accepter que, malheureusement, c'est la règle du jeu. Il y a une énorme dissonance entre le message public et ce que les gens disent réellement lorsque les portes sont fermées et que les caméras sont éteintes. Mais nous arrivons à la fin de notre podcast. D'accord, attends juste une seconde. Je veux juste dire que dans l'autre sens, ce que tu viens de dire, c'est qu'à huis clos, le langage est différent. Ouais. Nous avons constaté que les Arabes, surtout les Palestiniens, tiennent un discours en anglais à l'Occident et un autre en arabe. Ils expriment sincèrement leurs pensées. Ce n'est pas à sens unique, Marc. Comme tu l'as dit, tu as raison, on arrive à la fin, mais on doit rendre hommage avant de conclure. Un immense hommage à Boy George pour sa chanson incroyable qu'il a sortie hier ou avant-hier. À propos du 7 octobre, du festival Nova et du massacre perpétré par le Hamas. Et pourquoi lui devons-nous tant d'éloges? Parce que c'est un artiste, une artiste de scène. Et tout le monde, tous ses amis du milieu, se sont retournés contre lui, comme d'habitude. Tous les antisémites sont sortis de l'ombre. Et j'aimerais simplement vous lire quelques paroles de cette chanson et expliquer pourquoi les Israéliens applaudissent. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ait besoin d'applaudir. D'accord, ce qu'il dit est évident. Et d'ailleurs, il n'est pas juif. Il est en fait britannique. Il a des origines catholiques irlandaises. C'est ce qu'il a. La chanson s'appelle We Will Dance Again, en référence au festival de musique Nova. Tu dis génocide. Je dis guerre. Quand on est attaqué, c'est à ça que sert l'armée. Ça devient moche? Évidemment que oui. Quand je sais que tu veux tous nous tuer jusqu'au dernier, tu ne parles jamais du 7 octobre. Des jeunes violés contre des arbres, assassinés brutalement
pour le crime d'avoir dansé. Vous condamnez les Juifs avec une mémoire sélective. Des musiciens brandissant des drapeaux qui miment les paroles comme des moutons. La propagande alimentée par Internet semble tellement faible. Mais crois-moi, nous danserons à nouveau et il n'y aura pas de guerre. Mais si jamais tu es perdu, je soutiens les Juifs. Je ne me sens pas courageuse. J'ai juste besoin d'agir comme un être humain. Et puis, il termine en hébreu. D'ailleurs, son accent en hébreu est plutôt bon. Il termine avec ceci. Cela signifie la guerre quand ils viennent te tuer. Et cela veut dire que tu dis génocide. Moi, je dis guerre quand ils viennent nous tuer. Donc, je veux juste redire, on t'aime, Boy George. Merci beaucoup. Puis je veux ajouter, oui, que malheureusement, dans les cercles artistiques progressistes, Israël est de la merde. Israël est le mal. Et le genre de mythe, vous savez, les nazis évoquaient les juifs dans la culture, etc. Ici, les pro-Israël sont bannis, les gens boycottés. Ça leur fait du mal, ça nuit à leur performance. Vous savez, dans le passé, des artistes voulaient jouer en Israël et soudainement ils ont dû se retirer parce qu'il y avait ces campagnes très agressives contre les artistes si vous vous produisiez en Israël et ainsi de suite. Boy George fait ce qu'il faut. C'est dommage, n'est-ce pas, qu'il y en ait si peu comme lui. Mais peut-être que pour tenir tête au vent ou à l'ouragan de l'anti-israélisme, de l'antisémitisme, de l'antisionisme, cela demande du courage, de l'engagement et du courage moral. Et ça, Boy George, il en a. Comme on dit en hébreu, Kol HaKavod. Bravo, Boy George. Amen. Nous reviendrons la semaine prochaine. J'attends ça avec impatience, Ruthie.